merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 15 octobre 2018. C'est l'heure du JT. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Nous reviendrons évidemment sur le drame qui a eu lieu ce week-end à Montrion, près de Morzine. Un vététiste a été tué par la balle d'un jeune chasseur de 22 ans. C'était samedi vers 18 h. Le débat sur le partage des espaces et des activités est relancé, alors que le procès du jeune chasseur qui avait tué le trailer dans le Sénoz en 2015 s'est achevé il y a moins d'un mois. Nous reviendrons ensuite sur la mobilisation qui s'est déroulée ce week-end à Saint-Joriot. Associations et citoyens s'opposent à la construction d'un tunnel routier sous le Sénoz et défendent la création d'un réseau de transport en commun performant. Tu l'as dit Fanette, un nouveau drame ce week-end en Haute-Savoie. On fait le point avec Victoria qui nous rejoint sur ce plateau. Victoria, bonsoir. Bonsoir. Alors tu as tenté de contacter les acteurs concernés. Tu nous donnes les dernières informations sur ce drame. Effectivement, le drame s'est donc produit samedi aux alentours de 18 h sur la commune de Montrion. Marc Sutton, un vététiste de 34 ans originaire du Pays de Galles, a été mortellement touché par le tir d'un chasseur. Il dévalait un chemin de VTT. Il était a priori parfaitement identifiable. Passionné de VTT, il résidait au Jet, une commune voisine de Montrion depuis 4 ans avec sa compagne. Le jeune chasseur, auteur du coup de feu, est lui âgé de 22 ans. Il était invité par des chasseurs membres de l'association communale de chasse. Ce matin, il n'avait toujours pas pu être entendu car il a été hospitalisé en état de choc. Une enquête a bien entendu été ouverte. Elle sera menée par le procureur de la République de Thonon-les-Bains, Philippe Tocanier. Et malheureusement, surtout ici, on le sait, ce n'est pas le premier accident de chasse. Et oui, pour rappel, la saison dernière, donc la saison 2017-2018, 113 accidents de chasse ont été comptabilisés. 13 personnes avaient trouvé la mort, un chiffre en baisse par rapport à la saison précédente. La plupart des accidents seraient dus à un manquement aux règles élémentaires de sécurité. Pour André Munier, la réglementation est pourtant claire. On l'écoute. On a mis en place depuis 3 ans un plan de sécurité extrêmement draconien. C'était un exemple au niveau de la France. Nous sommes la seule fédération à faire un tel travail en matière de sécurité. Nous avons aujourd'hui plus de 98% des chasseurs haut-savoyards qui ont suivi cette formation. À partir de la saison prochaine, tout chasseur qui n'aurait pas suivi cette formation ne pouvait pas chasser en Haute-Savoie pour les hauts-savoyards. Donc nous avons fait le maximum à l'issue de cette formation. Il y a chaque fois une attestation qui a été livrée. Toutes les consignes sont en place, etc. La règle d'heure à la chasse est d'identifier avant de tirer un gibier, celui quel qu'il soit. Et là, malheureusement, je crains, je ne suis pas sur la Haute-Savoie, mais d'après les informations que j'ai, je crains que le tireur n'est pas identifié, que c'est pas possible. De Montrion, c'est une émotion vive qui a gagné tout le village. Mathieu Muffat, président de l'association communale de chasse agréée, nous a expliqué l'état d'esprit des chasseurs au lendemain du drame. On l'écoute. On s'est vu immédiatement donc, samedi soir avec monsieur le maire. Et donc du coup, d'un commun accord sur ma volonté, on a décidé de prendre les mesures de toute façon qui allaient arriver, donc de fermeture de la chasse pour le moment donc sur le territoire communal, ne serait-ce que pour les besoins de l'enquête. Et monsieur le maire donc a pris un arrêté municipal dès dimanche matin pour fermer la chasse donc momentanément sur le territoire communal, ce qui est la moindre des choses en pareille circonstance. Moi, la principale chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est toutes mes pensées pour cette famille qui a perdu un des siens. Voilà, aujourd'hui toute la chasse est très très émue. Voilà, encore une fois, la chasse, c'est pas ça. C'est déjà très encadré aujourd'hui la chasse en Haute-Savoie. On part pas dans la nature avec un fusil faire n'importe quoi. Les groupes doivent être identifiés. On a tout un tas d'obligations donc en termes de procédures pour pouvoir partir à la chasse. On a quand même un permis de chasser qui est aujourd'hui de plus en plus strict, on va dire. La fédération a fait un gros travail suite à l'accident qui avait lieu sur le Sénoz. Nous-mêmes, en interne, donc dans la société, on a tout un tas de choses à mettre en place, à respecter pour justement le partage de la nature. Voilà, de vous dire si c'est assez aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, on a encore eu un accident terrible ce week-end. Il va falloir qu'on retravaille pour éviter ce genre de tragédie, bien sûr. L'enquête est donc ouverte. Préfecture, mairie et justice n'ont pas souhaité s'exprimer à ce jour sur les circonstances de l'accident.
Alors plus globalement, on se souvient tous ici en Haute-Savoie du drame dans le Semnoz, c'était il y a 3 ans. Le procès a eu lieu là il y a quelques jours, fin septembre. Depuis, rien n'a changé? Alors, les choses ont un peu bougé suite au drame. Un système de zonage a été mis en place pour mieux partager l'espace en fonction des activités et des horaires. Un gros travail de signalisation et de communication a été fait. Mais pour beaucoup, cela ne suffit pas. Une pétition pour interdire la chasse en France le week-end circule. Elle a déjà recueilli près de 21 000 signatures. Nous serons donc certainement amenés à en reparler. Merci beaucoup, Victoria. Une visite ministérielle cet après-midi à Annecy, Fanette. Oui, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe, s'est rendu à l'Impérial où le Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration tenait son congrès. Parmi les préoccupations, la formation et l'emploi. On le sait, les restaurateurs rencontrent des difficultés pour recruter et le turnover est très fort. C'est particulièrement le cas en Haute-Savoie où l'attractivité de la Suisse est forte pour les saisonniers. Le secrétaire d'État s'est voulu rassurant. Le gouvernement s'est fixé un objectif, accueillir 100 millions de touristes internationaux en 2020. Le comité interministériel pour le tourisme planchera au mois de mars prochain sur des mesures à mettre en œuvre, notamment en matière de formation. On écoute Jean-Baptiste Lemoyne. Et que nos professionnels... La clé, le mot-clé, c'est la mobilité. La mobilité, elle est aussi géographique. Il y a des zones en France qui connaissent des pics de chômage qui sont ici absents. Ici, vous êtes à 5% de chômage. On est donc quasiment au chômage structurel. Et donc, je crois qu'il est important de montrer à des gens qui cherchent un emploi dans d'autres territoires de France qu'il y a ici un gisement, il y a des opportunités. Et donc, il faut aussi faire connaître cette situation. Le marché de l'emploi suisse étant ce qu'il est, avec ses conditions très attractives en termes de rémunération, on ne pourra pas empêcher un certain nombre de mouvements de se faire. Mais on peut faire savoir ailleurs en France que ici, en Haute-Savoie, dans les Savoies, eh bien, il y a véritablement des opportunités. Je crois que le cadre de vie, en tous les cas, est très agréable. Des marches pour le climat étaient organisées dans 80 villes de France ce week-end sur les bords du lac d'Annecy. La mobilisation s'est concentrée autour de la problématique locale, les aménagements envisagés par le département et l'agglomération d'Annecy, dont le tunnel du Semnoz. Certains, associations ou habitants s'y opposent. Ils s'étaient rassemblés à Saint-Joriot. La concertation commence cette semaine. Reportage. Ils sont nombreux à être venus en vélo. L'appel a été lancé par les 13 associations du collectif pour un Grenelle des transports et de la qualité de l'air du bassin annécien. Au cœur des préoccupations, le tunnel routier sous le Semnoz prévu dans le projet d'aménagement de la liaison ouest du lac d'Annecy. On ne dit pas les chiffres d'augmentation de trafic. Ils sont écrits, mais on ne les met pas du tout en avant. C'est-à-dire que nous, notre première préoccupation, sortie de tunnel en allant sur Faverges, c'est une augmentation importante, donc une augmentation colossale de pollution. Moi, je suis institute au bord du lac d'Annecy, à Douin, et déjà en hiver et même cet été, il y a eu des alertes préfectorales où on nous demande de garder les enfants à l'intérieur. Les associations mettent en avant des chiffres tirés des études menées pour le projet. 36% de trafic supplémentaire entre Sevrier et Saint-Joriot en cas de construction du tunnel et un report modal de la voiture vers le bus de moins de 1%. Pourtant, le projet présente en parallèle la création de parkings relais et d'un bus à haut niveau de service reliant Annecy à Faverges. Il y a des gens qui ont une aversion contre le bus. Peut-être que le tramway serait peut-être quelque chose de plus alléchant. Ça permet plus facilement de rentrer dans un tramway quand on a un fauteuil roulant, quand on a du mal à marcher. C'est difficile de monter dans un bus aussi. C'est bien le tramway. Et puis le bus à haut niveau de service qui est proposé n'est pas réellement à haut niveau de service puisqu'il n'est pas en site propre tout le long. La concertation débutera ce mercredi 17 octobre avec une réunion publique à Annecy. Les associations ont obtenu d'y être associées il y a quelques jours. Et ça concerne énormément Saint-Joriot qui va se trouver, si c'est réalisé, au bout d'un tunnel avec une augmentation de trafic et son feu rouge. Et puis la commune de Douin, elle va avoir toujours son virage. Donc comment on va faire avec cet afflux de voitures? On voudrait vraiment un transport en commun très attractif, donc beaucoup de fréquences, beaucoup d'amplitude, en site propre parce qu'il faut qu'il puisse circuler avec un temps de parcours connu, puis qui utilise par exemple le tunnel de la Puya, puisqu'il y a un tunnel ferroviaire là, donc on peut l'utiliser. Alors ça peut avoir la forme d'un tram, mais ça peut aussi avoir la forme d'un bus, un bus électrique. 4 réunions publiques seront organisées sur l'aménagement de la liaison ouest du lac jusqu'au 31 décembre. À Annecy le 17 octobre, mais aussi à Faverges le 8 novembre, à Sevrier le 19 et à Verrier le 13 décembre.
Et autre mobilisation en Pays de Savoie du côté de Chambéry, la deuxième marche citoyenne pour le climat a rassemblé plus de 500 personnes samedi. Vous pouvez le voir sur cette photo envoyée par l'organisation. Le collectif rappelle que la Savoie est actuellement en alerte renforcée sécheresse canicule. Un mot de politique. Et oui, en bref, sans surprise, Virginie Duby-Muller a été élue ce week-end à la tête de la Fédération des Républicains de Haute-Savoie. Elle était la seule candidate. Elle succède ainsi à Bernard Accoyer qui a dirigé la droite haut-savoyarde depuis 20 ans. 1200 adhérents ont voté sur les 2000 que compte la fédération. En Savoie, Renaud Beretti, le futur maire d'Aix-les-Bains, a aussi été élu au premier tour et à l'unanimité. On se quitte avec une tradition qui remporte toujours un franc succès. Et oui, ils étaient plus de 80 000 spectateurs dans les rues d'Annecy ce samedi. La 45e édition de la descente des alpages a rassemblé des dizaines de formations et des centaines d'animaux pour le plus grand plaisir des petits et grands. Pour la petite histoire, sachez que 2 naissances ont eu lieu ce 13 octobre. Un veau et un agneau sont nés juste avant le début du défilé. Ils ont été pris en charge par les pompiers. Le défilé a ensuite parcouru les 2,5 km du parcours au milieu de la foule. Rendez-vous est déjà donné l'an prochain. La descente des alpages est organisée depuis 1973 à Annecy, tous les deuxièmes samedis du mois d'octobre. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Seb, je te laisse conclure. Demain, on inverse les rôles. Tu prends les rênes du JT et moi d'Accès Direct. À bientôt.